J'ai réussi, Georges. Je suis devenu quelqu'un. Et après? C'est vrai, Édouard. Tu as toujours tout voulu. Tu n'as pas changé. Toi non plus, Georges, tu n'as pas changé. Ah, ça. L'amitié, c'est tout ce qui restera. Finalement, on passe sa vie à courir après un bonheur futile alors que tout est là. On n'a qu'une vie. Eh oui. Si t'es fort, t'es Sirosport. Cette opportunité de dire bonjour à ma grand-mère et toute ma famille à Paris. Et je suis très contente pour tout votre support. Quelle semaine extraordinaire nous avons passé ici à San Diego. On pourra dire plus tard qu'elle restera certainement dans les annales de cette 28e Coupe de l'Amérique. Et c'est normal, à ce stade de la compétition, vous allez voir que tout s'est joué en mer, mais aussi à terre. On va voir comment, avec la complicité de Bertrand Chéret tout au long de ce ticket bleu. Nous allons nous reporter tout de suite à samedi dernier. Les Italiens et les Néo-Zélandais ont déjà couru 4 manches à ce stade de la compétition. Et là, le score est sans appel. 3 victoires kiwis pour une seule du côté italien. Et ça va mal, Bertrand, pour Paul Caillard, qui va donc jeter ses forces dans cette 5e régate. Les Italiens ont viré là la dernière bouée avec 4 minutes d'avance sur les Néo-Zélandais. On se dit que tout va bien pour eux, mais là, un élément va intervenir. Et bien, c'est le vent. Il s'écroule complètement dans ce dernier bord de vent arrière. Et on va voir, évidemment, qu'ils vont se faire grignoter tout doucement par le bateau Kiwi qui, là, à droite de l'écran, passe Il Moro des Vénétiens. Alors, ce sont des conditions météo auxquelles on n'était pas tout à fait habitués jusque-là, que le vent s'écoule de cette manière-là. On a eu ça l'été dernier en entraînement, mais c'est la première fois effectivement qu'en course on rencontre cette situation. Et le bateau néo-zélandais continue à progresser avec des voiles qui battent, mais qui ne referment pas, à la différence du bateau italien qui porte un spi trop grand, qui referme derrière et qui le bloque en partie. On se souvient d'une arrivée des Français dans l'un des 3 premiers rangs de Robin, où effectivement le bateau Ville de Paris avait eu un mal fou à passer la ligne d'arrivée et avait à ce moment-là sorti une voile de la garde-robe tout à fait étonnante qui permet de se déhaler quand il n'y a pratiquement plus de vent. Je crois que le vent était à 1 nœud à ce moment-là. Ils avaient passé la ligne d'arrivée comme ça en grignotant mètre par mètre. On est étonné que ces 2 bateaux n'aient pas ça aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que la force de vent est encore suffisante à ce moment-là pour qu'ils puissent progresser avec les voiles qui sont établies là? Je pense qu'à cette force de vent, on voit le speed de l'italien au fond qui porte encore un peu. Les voiles qui n'ont pas de recouvrement telles que celles qu'on décrivait tout à l'heure, là, ça s'appelle des whisttakers ou des libellules, en français on appelle ça parfois. Ce sont des voiles en fait, de la taille d'un solène et qu'on laisse battre. Et il faut qu'il y ait de la mer pour qu'elle soit propulsive, parce que ça a un effet de palme. Là, on ne peut pas bénéficier de cet effet de palme. Parce que l'eau est plate. Voilà, donc on essaie de profiter de tout ce qui porte, mais à condition que ça porte. Alors là, on voit quand même le bateau néo-zélandais qui est en panne. Et qui profite encore d'un petit peu d'air, un petit peu de risée pour repartir du bon côté vers la ligne, avec des lattes qui ne passent pas, on voit que ça reste bloqué. Les équipiers qui, en poussant la baume essaient de faire repasser les lattes du bon côté.
Mais ça ne marche pas, ce qui prouve là qu'il y a vraiment très peu de vent. Voilà, même problème sur le bateau italien, on voit les équipiers qui regardent en l'air par moment, les lattes restent bloquées. On voit un équipier sur le bateau italien en tête qui est déjà dans la mâture et qui pousse sur les lattes, et on va avoir la même opération se faire sur le bateau néerlandais. Voilà, un équipier qui... grand coup de pied dans les lattes. Suspendu par une drisse. On n'a jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça, non, j'ai jamais vu ça avec des années de compétition. Oui. Et c'est très spectaculaire. Ce qui prouve aussi que ces voiles sont très rigides. C'est-à-dire qu'elles possèdent un très grand rond et de fait, avec le simple poids de la voile sur sa chute et le poids de la baume, ça tend assez la chute pour créer cette compression sur les lattes et les empêcher de passer correctement. Alors là, l'équipier néerlandais, étage par étage de lattes, ces voiles comportent 6 à 7 grandes lattes comme ça, essaie de les faire passer du bon côté en sautant dans la voile. Voilà, il a réussi, je crois, à faire passer la voile de haut en bas. Et alors là, il redescend et s'assure que les lattes vont bien, il regarde un petit peu et on va voir que l'équipage va le remonter en fait à l'étage supérieur pour qu'il ait une meilleure position pour regarder le vent. On entend d'ailleurs les équipiers qui lui disent remonte, alors qu'il a peut-être envie de redescendre après tout. Mais finalement, ils vont profiter de sa position dans la mâture là, pour l'installer sur la dernière barre de flèche. Et là, il va finalement occuper un poste de vigie. De haut, évidemment, on voit mieux l'étalement du vent susceptible de revenir sur le plan d'eau. Et grâce à l'œil exercé de ce numéro 1, le numéro 1 Kiwi, eh bien, les Néo-Zélandais vont grignoter comme ça, mètre par mètre, et parvenir à passer la ligne d'arrivée avec 2 minutes et 38 secondes d'avance sur les Italiens, qui avaient pourtant, Bertrand, il faut le rappeler, viré cette dernière bouée de cette régate avec 4 minutes et 20 secondes d'avance. Ce sont des renversements de situations extraordinaires qu'on voit assez rarement dans ce type de régate, parce que les bateaux sont quand même de vitesse très proches, très équivalentes. Et... À part cette régate qu'on évoquait en éliminatoire, effectivement, c'est la première fois qu'on a cette situation où le vent chute complètement. Et avec ces bateaux, avec beaucoup de bateaux, ça fausse, il faut bien dire, un peu la course, quoi, puisque tout se remet en question. En tout cas, eh bien, au soir de cette 5e régate, le score est sans appel. 4 victoires pour les Néo-Zélandais, une seule du côté italien. Et vous savez que le premier de ces 2 bateaux qui atteindra 5 victoires sera déclaré finaliste de la finale des Challengers vainqueur de la finale des Challengers de l'America's Cup. Alors, eh bien, ça ne va pas se passer du tout comme ça. Vous allez voir pourquoi. On revient quelques instants auparavant dans cette régate. Là, vous voyez Paul Caillard, le skipper italien, qui signale au juge de regarder le bateau Kiwi. Beaucoup d'agitation à bord d'Île Moreau. Le tacticien, là, Robert Hopkins, regarde à nouveau les juges, leur demande de vérifier quelque chose. On prend des photos à bord d'Île Moreau. Et ce qui est en question, eh bien, c'est ça, ce fameux bout dehors, l'étrave du bateau Kiwi, donc avec ce bout dehors, ce bowsprit en anglais qui prolonge cette étrave et sur lequel les Kiwis s'appuient pour un certain nombre de manœuvres, ce qui est aux yeux des Italiens interdit par le règlement de cette Louis Vuitton Cup. C'est interdit, c'est qu'on... On va voir là Bruno Troublé qui va annuler la conférence de presse prévue le soir même parce qu'évidemment il y a une réclamation italienne. Et Paul Caillard qu'on voit sur cette image va passer 2-3 heures de sa soirée à expliquer au jury sa position en disant que les Italiens, les Néo-Zélandais, eh bien, ne l'utilisent pas selon le règlement. Le lendemain, conférence de presse très tendue, où là aussi des accusations un peu de triche contre les Néo-Zélandais sont portées là par M. Raoul Gardini. Du côté évidemment néo-zélandais, et puis là c'est Paul Caillard qui répète que c'est un comportement antisportif, qu'il a été obligé de se battre très longuement pour faire entendre son point de vue. Ici on voit Michael Fay, le patron du défi néo-zélandais, qui dit, eh bien non, le comportement antisportif dans cette affaire, c'est de ne pas respecter ce que dit très précisément le jury, et le jury jusque-là, eh bien, n'a pas dit que nous avions triché. Et pourtant, eh bien, ce point de la victoire va être retiré aux Néo-Zélandais, mais pour autant, il ne sera pas attribué aux Italiens. Alors c'est un petit peu un jugement à la Salomon, ça. Oui, mais ça c'est prévu dans le règlement de la Coupe Vuitton, c'est-à-dire que le jury a la faculté d'estimer la faute. Donc là, en fait, ce qui a été reproché aux Néo-Zélandais, c'est que la voile d'avant a été frappée sur le bout dehors, mais sans passer par le tangon. C'est simplement le non-emploi du tangon qui était en question. En tout cas,
Bon, c'est vrai que là, c'est un tournant important de cette semaine, de cette finale des Challengers, et ça semble avoir finalement assez bien profité à Paul Caillard, cette adversité. Béatrice Berge, d'ailleurs, l'a rencontré avant le match suivant, et je pense qu'il aura compris, vous allez le comprendre aussi, qu'à cet instant, eh bien, il a pu prendre déjà un ascendant psychologique sur les Kiwis. Écoutez-le. On savait tous que le bateau néo-zélandais est rapide dans le petit temps, avec le vent, avec les vagues pas trop grandes. Et aujourd'hui, on a trouvé cette condition et sûrement on a fait des erreurs, mais je ne pense pas que les erreurs sont comptées pour la différence dans la régate. Chaque fois que les Néo-Zélandais gagnent, ils ne manifestent jamais le sentiment ou la joie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que ça, c'est qu'il y a une petite différence entre le caractère des Latins respect à les Anglo-Saxons, mais c'est devenu beaucoup plus exagéré ici avec les médias. Ça vient aussi avec l'expérience. Ils ont une équipe très expérimentée. Vraiment, ils ont gagné plus de régates dures que nous, comme équipe. Et quand tu as cette expérience, tu t'excites moins avec une victoire. La tactique, alors, pour les jours à venir? La tactique est toujours d'aller très fort sûrement au départ et essayer de contrôler. Et après ça, il faut voir dans la régate même comment ça va et qu'est-ce qu'il faut faire. Et on continue dans une bataille extraordinaire de protestation des deux côtés, dont on retiendra une chose, c'est que le jury de la Louis Vuitton Cup demande finalement aux Néo-Zélandais de naviguer selon un règlement nouveau. Un texte nouveau est ajouté et ça va très sérieusement handicaper le bateau Kiwi dans différentes manœuvres, cette nouvelle réglementation. Vous êtes d'accord avec moi? On le constatera. À partir de là, les Kiwis vont, disons, accumuler un certain nombre d'erreurs à bord. Il y a d'abord eu un premier phénomène qui est que deux régates coup sur coup de temps faible et vraiment faible. Alors, et là, le bateau italien avait un petit plus sur le bateau néo-zélandais qui dérapait un petit peu, qui avait un plan anti-dérive un petit peu insuffisant, c'est-à-dire qu'il était mal calé dans l'eau et il ne trouve son bon calage qu'à partir d'une certaine vitesse. Et là, il ne l'avait pas. Et ce qui a permis à deux reprises et coup sur coup à l'équipage italien de prendre le dessus au départ, de distancer le bateau néo-zélandais suffisamment sur le premier bord pour garder cet acquis et assez d'avance alors que le vent monte au cours de la régate et en garder assez pour finir finalement devant. Oui, alors les fameux All Blacks ne sont pas en noir, je ne sais pas si c'est un mauvais présage, mais effectivement avec la chaleur qui faisait ces jours-ci sur l'eau, ils ont préféré adopter la couleur blanche. Alors là, l'Italien vire sa bouée, on sent que c'est chaud, le bateau néo-zélandais est vraiment juste derrière et il enroule correctement sa bouée. Le SPI, vous avez vu, est arrivé sur les équipiers, ce qui est normal. Les Néo-Z entreprennent à leur tour la manœuvre. Alors là, est-ce justement la nouvelle méthode de ne pas pouvoir utiliser leur bout dehors, le tangon se mate en partie, c'est-à-dire se dresse vers l'avant, le SPI rentre difficilement. Là, on sent beaucoup de cafouillage et de nervosité, et c'est le deuxième signe de nervosité sur le bateau. On avait vu que dans la même régate, il avait fait une erreur de jugement sur un passage dans un croisement de bateau. Qui avait permis d'ailleurs aux Italiens de les passer, c'était voilà, dans le premier bord de près. Tout à fait, quelques instants avant, et bon, là l'énervement se fait sentir, ce SPI met beaucoup de temps à rentrer. Et c'est tout à fait inhabituel, on n'avait jamais vu les Néo-Zélandais manœuvrer de cette manière-là. Un mot encore donc sur les deux hommes qui remplacent le couple habituel, Rod Davis-David Barnes, skipper et tacticien. Le skipper donc du jour à bord du bateau Kiwi s'appelle Russell Coutts et son tacticien s'appelle Brad Butterworth. Ce sont des gens très diplômés, très titrés, des grands spécialistes du match racing, mais malgré cela, ça ne suffira pas pour faire la différence parce que là, eh bien, la machine de guerre italienne est lancée à plein régime, alors qu'au contraire, la machine néo-zélandaise se grippe de plus en plus. Ça va durer comme ça jusqu'à la fin de cette finale des Challengers. C'est de dire qu'on n'improvise pas comme ça, même si on est très doué et qu'on s'entraîne tous les jours. Hein, néanmoins, on sparring partner de l'autre bateau et en montant quelquefois sur celui-ci. Mais il est assez différent de l'autre bateau d'entraînement et bon, c'est comme un pilote qui serait sur le mulet, quoi, ça va pas de la même, ça va pas aussi bien, quoi.
Voilà, et cette régate va se terminer avec une nouvelle victoire italienne, puisque les Kiwis, malgré une belle remontée, ne pourront terminer que 20 secondes derrière les Italiens qui assureront jusqu'au bout. On les comprend, parce que ce soir-là, il y a 48 heures, donc, eh bien, ils sont à 4 manches pour 3 contre les Kiwis, et là, c'est complètement inversé. Et là, Bertrand, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va plus chez les Néo-Zélandais, parce qu'après avoir tellement brillé au firmament, selon l'expression consacrée, eh bien, cet équipage se retrouve là en position complètement d'infériorité. Oui, je pense que dans le camp néo-zélandais, on a fait une erreur de jugement. On s'est dit... Le choix notamment du couple voilà, au niveau voilà, skipper-tacticien. Je crois qu'on a mal jugé les deux dernières courses, comme je le disais quelques instants avant. Ces 2 dernières courses ont été courues dans du petit temps, vraiment petit temps, et le bateau néo-zélandais a vraiment sa très grande force, c'est 8-10 nœuds, qui étaient les vents prévus ici d'ailleurs, mais là c'était des départs à 5-6 nœuds, et le bateau italien au départ d'abord était plus manœuvrant, s'accrochait mieux, prenait de la distance, et le bateau néerlandais ne le rattrapait qu'en fin de course. Et en fait, je pense que l'équipage n'avait sur le bateau néerlandais rien du tout à se reprocher, et notamment pas ni le barreur, ni son tacticien. Je crois que là, ils n'avaient pas les armes pour se battre contre le bateau italien qui marchait un petit peu mieux. Avec un équipage effectivement très très homogène. Alors qu'on voit maintenant ces 2 bateaux dans le premier bord de près avec des comportements tout à fait intéressants. Oui, on a pu voir sur l'image le bateau Kiwi qui vraiment enfonce son nez dans la vague, a des mouvements d'étrave sur le plan vertical assez importants, alors que le bateau italien qui est en haut sur l'image a un passage beaucoup plus doux, moins sensible. Voilà. Alors on le voit là à nouveau, ce voilà, bateau, l'étrave qui frappe un petit peu chaque vague. Il y avait un petit peu de houle hier, oui, 1 mètre à peu près. C'était pas très fort et suffisant déjà pour freiner le bateau néerlandais, alors que là il est par contre en force de vent tout à fait dans ces conditions, mais il faut à la fois qu'il ait ce vent et cette vague douce qu'on a connue finalement pendant 2 mois et qui est assez inhabituelle ici. Alors on peut voir aussi là les différences dans la manière de barrer. Paul Caillard très très doux sur la barre, et puis on a vu Russell Coutts qui remplace toujours pour cette dernière régate à bord du bateau Kiwi le barreur habituel Rod Davis, et qui lui a des mouvements beaucoup plus saccadés, qui ne s'en sort pas très bien d'ailleurs dans le double système de barre. Il est obligé de se consacrer, disons, au travail sur une barre pendant que l'un des équipiers règle l'autre, règle le second gouvernail. Alors ça, c'est pas très très bon non plus, Bertrand, pour faire avancer le bateau dans de bonnes conditions. Ouais, on l'a déjà signalé, je crois que beaucoup de sensations passent par la barre, et c'est d'ailleurs le barreur qui souvent guide les régleurs à partir de ces sensations. Donc si il y a blocage de ce côté-là, si on n'a pas une bonne maîtrise, c'est mauvais. Là, on voit le navigateur à droite avec sa main sur la deuxième barre, c'est-à-dire que... très bien, là. Voilà, avec la montre. Voilà. Alors que Coutts, lui, donne des coups de barre assez secs, il a beaucoup de mal. Alors voilà, toute la douceur du côté à bateau qui est bien équilibré, qui marche seul, qui n'a pas besoin d'être contré. Très simplement, on pourra comprendre que la multiplication comme ça de dizaines, de centaines, voire de milliers de coups de barre sur une régate qui dure 2 heures et quart, la multiplication de ces saccades, ça va créer finalement peut-être un petit phénomène de freinage du bateau qui s'exprime en 10e ou en 100e de nœud, mais qui peut avoir des répercussions finalement sur le temps global. On va remarquer autre chose dans cette régate d'hier, Bertrand, cette dernière régate de cette finale des Challengers, c'est que les Kiwis ont retrouvé leur tenue noire. Oui, d'abord il y avait un peu plus d'air, donc ça supposait aussi un peu plus de fraîcheur, mais oui, il y a une part de psychologique, je pense aussi. Ils ont dit, allez, on redevient All Black, et il faut y aller, il faut y aller. En tout cas, les Italiens, là, dans ce premier bord de près qu'on a vu, vont très bien sortir leur épingle du jeu. Et puis on va se retrouver, puisqu'ils vont passer d'ailleurs avec 1 minute et 13 secondes d'avance la première bouée. Là, on se retrouve dans le bord à 100 degrés du vent, là, qui est au milieu du Z, d'un bord de vent de travers, au milieu du parcours, et le vent justement qui souffle fort hier en baie de San Diego, 12 nœuds, et qui va permettre à ces bateaux, à ces classes américaines extraordinaires, d'exploiter toute leur vitesse. Je crois qu'on a assez vu rarement ici des bateaux aller aussi vite. Là, c'est des conditions idéales, d'abord parce que on parle d'un vent fort pour San Diego, mais c'est pas encore un vent très fort.
12 nœuds, sur nos côtes, c'est pas un vent très fort. Mais c'est la plage de vent. 3, quoi. Oui, mais là, la plage de vent pour laquelle ces bateaux sont fabriqués. Ont été conçus, et là, on voit Inmoro vraiment avec toute sa puissance, qui allonge bien, qui écrase le petit clapot, enfin qui passe dessus sans broncher, et qui a déjà distancé sur ce bord le bateau néo-zélandais qu'on voyait dans le fond. On voit cette étrave, là on voit bien l'étrave qui écrase un petit peu l'eau, qui l'éclate, mais qui n'a aucune difficulté pour passer, qui passe vraiment en puissance dans la vague. On se rend compte là, de la vitesse, le bateau là va à la vitesse du vent, à peu près. Estimé à 12 nœuds donc. Oui, à peu près, il est à peu près la vitesse du vent. C'est une des vitesses les plus rapides, ce bord de vent de travers, là, sur le parcours? Pour tous les bateaux, c'est l'allure la plus rapide, puisqu'on a une addition du vent réel et d'un vent apparent qui est un petit peu en avant du travers, enfin assez nettement, en l'occurrence en avant du travers, mais qui s'additionne donc au vent réel, et donc ça va effectivement très vite. Alors on a vu aussi sur ce bord que les Italiens, contrairement à ce qui s'était passé dans les régates dont on parlait précédemment, n'avaient plus fait de choix, d'erreur dans le choix des voiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris peut-être mieux conscience un petit peu aussi de l'importance de l'enjeu, parce qu'ils avaient fait des erreurs assez grossières à ce niveau de compétition. C'est-à-dire qu'ils ont pris des risques aussi. Ils ont pris des risques pour y arriver. C'est-à-dire qu'il y a des jours, ils ont vidé le bateau complètement et ils ont enlevé des voiles qu'il aurait fallu garder à bord. Il faut savoir que pour des régates comme ceci, on peut emmener jusqu'à une bonne dizaine de voiles de portant. Alors qu'on va avoir 2 génois, 3 génois et un solène tout au plus pour remonter contre le vent. On peut évaluer en kilos, ça fait quoi? 500-600 kilos de toile, de voile à bord des bateaux? C'est à peu près ce que nous avions sur l'île de Paris. Je pense que les Italiens, comme les Néo-Zélandais, emmenaient beaucoup moins de voiles que nous. Ils prenaient beaucoup plus de risques de ce côté-ci, ce qui leur a coûté cher, qui leur a peut-être fait gagner de l'autre course, ce qu'on ignore, mais on voit bien celles qui perdent. En tout cas, celle-là, ils vont la gagner, les Italiens, parce que leur avance est implacable, toujours plus d'1 minute 30 environ à chaque bouée pour atteindre 1 minute 53, la dernière marque de parcours de cette ultime régate. Et on se retrouve maintenant dans le dernier bord de vent arrière, qui ne sera plus qu'une formalité pour l'équipage italien transcendé, qui va finir avec 1 minute et 33 secondes d'avance. Voilà, on les voit, ces Italiens. Paul Caillère à la barre, tous regroupés, ils commencent un petit peu à se taper dans les mains. On les voit déjà très très souriants. On les a vus très souriants bien avant, alors que Caillard là, leur demande de se calmer, sachant que une régate n'est jamais finie. Mais là, je crois qu'il n'y a plus de souci à se faire, puisqu'ils vont couper cette ligne d'ici quelques secondes, et que ce sera pour eux évidemment une manière d'entrer dans la légende de cette épreuve. Énormément de joie du côté italien, on peut tout à fait le comprendre. On a vu Raoul Gardini, Paul Caillard, les équipiers, les supporters se congratuler. Enrico Ceffi, le tacticien italien, nous l'avait dit dans une interview récemment. On fait un peu plus de bruit que les Néo-Zélandais, mais je peux vous assurer qu'on essaie d'en faire un peu moins. Et de toute façon, si on gagne cette finale, ce jour-là, nous ferons beaucoup de bruit, nous a-t-il dit. Et ben là, ils le prouvent, ils ont raison de faire du bruit. Ils font très plaisir à voir. Alors que ça sanctionne un magnifique parcours, Bertrand, et surtout, on pourrait dire après, une descente aux enfers, une remontée aux zénith, parce qu'il faut dire que là, alors qu'ils sont en train de gagner cette finale par 5 victoires contre 3 pour les Néo-Zélandais, eh bien, ils ont démarré à un moment donné à 4 victoires pour les Néo-Zélandais contre 1, cette dernière victoire néo-zélandaise ayant été annulée par le jury comme on l'a précédemment raconté. Mais en tout cas, ils reviennent de très loin. Là. Oui, je crois qu'un des problèmes qui s'est posé aux Italiens, en fait, c'est d'être prêts trop tôt. Ils avaient gagné le championnat du monde et puis vraiment impressionnés à ce moment-là avec un bateau qui dominait. Et on s'était dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Et puis on a vu arriver un deuxième bateau pareil à celui du championnat du monde, et puis on s'est dit, le cinquième bateau, puisqu'ils en ont fait 5, va être différent. Et non, le cinquième, qui est celui qui est là, était toujours la même carène. Et alors on se dit, il plafonne. Et il semblait effectivement plafonner aussi bien dans la conception qu'en navigation, où ça n'évoluait pas. Et même sur certaines manches de sélection, ils ont fait des choses, des erreurs, des choses tout à fait anormales. Je crois qu'ils étaient partis très, très longtemps à l'avance.
ils étaient peut-être un petit peu à saturation, mais l'arrivée des grandes échéances, en fait, les réveille, là. Et On va redonner de la fraîcheur. oui, oui, et quelques chocs psychologiques, en tous les cas, ils arrivent vraiment très affûtés. Et on l'a vu au fil de ces régates, une grande maîtrise, parce que passer des nuits au tableau noir à démontrer qu'on est dans son bon droit, ça ne suffit pas, et ça fatigue le barreur, etc. Et ils ont tenu nerveusement. Victoire formidable.